continue le voyage à l'intérieur de l'immersif avec le KIF et maintenant avec la Caisse des dépôts, avec Maude Franca, qui est la directrice adjointe des mandats et investissements d'avenir de la Caisse des dépôts. Un acteur extrêmement important que l'on retrouvera tout au long de ce KIF parce qu'elle a soutenu, accompagné beaucoup des projets. Tout à l'heure, on parlait de IRCAM Amplify et c'est un des nombreux projets structurants que la Caisse des dépôts a accompagné. Alors, c'est un plaisir de te recevoir ici. On travaille ensemble et c'est aussi une chance, je pense, pour tous les acteurs qui sont en train de travailler sur ces questions de transformation, puisqu'il y a en France une action donc dans la durée sur la création immersive, sur la transformation de cette filière. Et c'est pour ça que c'est important, au moment où on est en train d'établir la carte un peu de ce qui se passe en France, d'avoir le message et le travail que fait la Caisse des dépôts à travers les investissements d'avenir. Merci Alexandre. Écoute, je suis ravie en tout cas d'être parmi vous aujourd'hui. Et merci encore de nous permettre de présenter ce programme des investissements d'avenir, qui est quand même un programme que nous avons en France, qui existe depuis 2010, qui est donc un programme de l'État, qui est piloté par le secrétaire général d'investissement et dont la Banque des Territoires est un des opérateurs. Et c'est un programme en effet qui permet beaucoup de financer l'innovation et qui nous permet de faire des choses assez fabuleuses qui sont finalement assez méconnues. Et je suis assez contente donc de pouvoir vous présenter ça aujourd'hui et tous les projets finalement qui vont être présentés aussi tout le long de ces 4 jours. On va voir qu'il y en a pas mal. Alors juste petit rappel, je vais aller assez vite sur la Banque des Territoires, mais parce que c'est vrai que c'est un acteur aussi un peu tentaculaire et qui est mal connu des Français, même s'il est dans notre quotidien tous les jours, parce que c'est la Banque des Territoires, c'est un peu le nerf de la guerre des territoires, c'est un acteur majeur du développement territorial. On accompagne les collectivités dans leur transformation énergétique, écologique, durable, numérique, pour que justement on ait une économie, une société qui soit responsable vis-à-vis des enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui face au changement climatique. Ce n'est pas simplement les infrastructures. Ce n'est pas simplement les infrastructures, c'est aussi l'énergie, enfin toutes ces transformations qu'on doit opérer aujourd'hui face aux enjeux qui sont les nôtres. Et puis, donc c'est vraiment préparer la France de demain aussi. On est aujourd'hui fortement mobilisé sur le plan de relance, puisque sur les 100 milliards, on va mettre 20 milliards en fonds propres sur les 5 ans pour justement relancer l'économie. Et je pense que ce qu'on va dire ce matin, c'est important parce que l'immersif, c'est une possibilité, vraiment, c'est une opportunité pour la relance. Donc, c'est aussi pour ça qu'on s'y investit. Le programme d'investissement... Qu'est-ce que c'est que le PIA, parce que c'est un acronyme, mais... Alors, le PIA, tout à fait, en fait, c'est un outil assez incroyable. C'est un programme qui a été initié par Juppé-Rocard en 2010, par la commission Juppé-Rocard, qui dit qu'il faut qu'on se crée un outil pour continuer à investir dans les filières d'avenir, celles qui vont être créatrices d'emplois, qui vont créer l'emploi de demain, alors qu'on a une faible croissance. Il faut qu'on soit encore capable d'investir à chaque fois. Donc on a créé cet outil qui est rattaché au Premier ministre et qui permet de financer l'innovation et les transformations en fait, qui sont capitales à faire, qui sont aussi là, qui demandent un temps plus long, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur le court terme, on est sur du long terme. Et le PIA finance tout le cycle de l'innovation, de la recherche, jusqu'à justement aussi le développement des nouveaux usages émergents. Donc on est vraiment, donc comment faire émerger, comment accélérer le développement des filières qui vont créer demain l'emploi et qui vont aussi permettre d'être plus compétitifs plus tard. Voilà. Donc nous, la Banque des Territoires, on est un des opérateurs historiques. On gère aujourd'hui, pour information, à peu près 11 milliards d'euros de ce programme et une trentaine d'actions. Alors, le fonds Culture, Patrimoine et Numérique, c'est le sujet dont on va du jour. C'est un bon exemple, en fait, qui montre ce que fait le PIA, enfin, entre autres, parce qu'il y a plein d'interventions, comme je dis, de la recherche jusqu'au développement des usages innovants. Et donc là, c'est vraiment une illustration de l'action publique, vraiment dans l'innovation, comment finalement les acteurs publics interviennent pour créer un effet de levier, d'accélération sur les filières qui sont émergentes ou qu'il faut accélérer. Alors, on a créé en effet, c'était en 2017, créé ce fonds Culture, Patrimoine et Numérique
100 millions d'euros de fonds propres, c'était un peu un pari. On avait d'abord, pendant 2012 jusqu'à 2016, fait un grand programme de subventions et de prêts pour la culture, de numérisation des contenus, parce que l'objectif, l'enjeu était surtout dans ces années de développer les actifs immatériels et de numériser. Et donc on a commencé par ça. Et puis une fois qu'on a terminé ce programme, on s'est dit, bon, maintenant, on a travaillé avec Pompidou, on a travaillé avec Gaumont, on a numérisé les films les plus connus, Alexandre le Bienheureux, etc. Enfin, voilà, on fait des heureux tous les jours. Et donc ça c'est important, mais on a donc aussi, on avait tous ces actifs, on s'est dit bon maintenant quel est l'enjeu? On s'est dit l'enjeu c'est aujourd'hui de valoriser ces actifs et de permettre aussi aux acteurs d'aller sur ces nouvelles opportunités qui sont notamment l'immersif et qui vont être une opportunité de développement pour la culture et de diffusion qui sont incroyables et qu'il ne faut surtout pas rater. Donc on a créé ce fonds de 100 millions d'euros qui permet de financer des projets ambitieux. Évidemment, on n'est pas sur des petits projets de plateforme. En fait, l'idée de ce fonds-là, c'était aussi permettre d'avoir des acteurs de référence sur ces nouveaux marchés, comme l'immersif. C'est de dire, bon ben voilà, il va falloir qu'on parte avec les meilleurs d'abord, et c'est toujours la politique de dire qu'en même temps qu'on fait de l'innovation, on va financer les projets, puis peut-être l'un d'entre eux va devenir une prochaine, va réussir. Là, on est vraiment sur comment on crée des acteurs culturels de référence sur ces secteurs émergents et nouveaux, comme l'immersif. Et donc, on s'est dit, la limite, c'est au moins 1 million d'euros de financement des investissements d'avenir. Comme on n'est pas l'acteur, le financeur tout seul, on est souvent minoritaire dans les tours, on fait venir les acteurs privés, c'est important, c'est des projets entrepreneuriaux, et ben on est sur des projets à peu près de 3 millions d'euros minimum. Donc là, c'est que pour la culture. Quelle est la définition de ces projets? Ou est-ce que tu peux donner un exemple? Alors, on a aujourd'hui, alors je crois que je mets à peu près tout le portefeuille qu'on a, je vais vous le mettre, alors je ne peux pas, hop. Voilà. On voit qu'il y a une très grande diversité. Oui. On a investi dans 13 projets aujourd'hui. On pourrait se dire, bon, depuis 2017, ce sont des projets ambitieux, ce sont des projets qui demandent du temps, ce sont des projets d'investissement. Un projet d'investissement, c'est un projet stratégique. Donc, par exemple, pour vous donner, on a créé donc l'IRCAM Amplify, qui vous avait été présenté par Franck Madlener, qui est la filiale de l'IRCAM. On a créé le Grand Palais Immersif. Tout à l'heure, vous écouterez Sibylle, puisqu'on a créé ensemble Merlin et la Chouette Radio. On a aussi investi, vous les écouterez dans les 4 jours Sensory Odyssée avec Gwen Allan. On a aussi investi alors là, dans des startups, Nomad Music, dans Glyph, qui est une société pour la lecture, un réseau social de lecture. La Philharmonie des enfants, magnifique projet aussi pour la sensibilisation des jeunes à la musique, à partir justement des nouvelles technologies. Et puis la Saline Royal Academy, là ce sont des masterclass qui permettent de faire voyager notre musique à travers le monde et d'avoir notre enseignement aussi d'excellence à travers le monde. Et puis on a le Festival Experiences qui est avec le Festival d'Avignon, qui permet aussi là de penser comment le digital peut aider le théâtre dans sa relation avec ses publics et comment on peut nourrir la passion théâtre toute l'année grâce au digital. Et puis Arte et Éducarte, là c'est plus sur l'immersif, il y a vraiment une volonté. On voit Flyview, le Grand Palais Immersif, Sensory Odyssey, je ne sais pas ce que c'est Baluse. Alors Baluse, c'est un projet, là c'est plus sur la photographie. Et c'est sur des événements éphémères. Qui n'est pas forcément immersif, là on est plutôt sur de l'exposition éphémère et grâce au numérique. Flyview, c'est un système qui permet de visionner. On peut aller, voilà. Flyview, c'est en fait une attraction culturelle touristique qui permet en fait de survoler Paris par des moyens de réalité virtuelle. Et tout à fait unique parce qu'il y a toute une scénarisation, on rentre comme dans un aéroport, vous arrivez, c'est à côté de la place de l'Opéra, rue Réaumur, il y a toute une scénarisation, vous arrivez comme si vous alliez prendre un avion, vous rentrez dans un vol, vous enregistrez dans un vol, vous allez aller avec un jetpack, et puis là, vous allez survoler Paris. Mais il n'y a que Paris ou il y a d'autres villes? Non, alors après, il va y avoir beaucoup d'autres aussi films qui vont être proposés, il y a toute une programmation qui est en cours de production de contenu, mais aussi qui vont être uniques, mais aussi après une programmation qui va être évidemment beaucoup plus riche.
mais c'est évidemment des vues exceptionnelles et c'est des sensations de vol, etc. Donc c'est vrai que c'est très ludique, c'est très divertissant. C'est beaucoup pour les jeunes aussi, et là c'est beaucoup aussi pour les touristes. Hein. C'est une attraction. Malheureusement. Donc là, il y a un modèle économique qui est lié au tourisme. Alors, tous les projets d'investissement, on est quand même investisseur. Hein. Donc, investisseur veut dire quand même investisseur avisé, on dit dans notre. C'est-à-dire qu'on n'est pas un investisseur privé qui va chercher la rentabilité et qui va chercher à vraiment faire de l'argent. Nous, on a aussi des enjeux stratégiques, culturels, de souveraineté, etc. Et donc, on est évidemment un investisseur avisé, c'est-à-dire qu'il y a un modèle économique, on trouve son marché. Et nous, l'important, c'est qu'aussi les investissements d'avenir retrouvent aussi ces financements à l'arrivée, parce que c'est quand même l'argent des Français qu'on investit dans ces projets. Donc ça, c'est Flyview. Dans l'immersif, on a donc IRCAM Amplify, qui vous a été présenté par Franck tout à l'heure. Et ça, tout ça, ce sont des projets, ce sont des aventures humaines. Hein. Les projets sont des aventures souvent, je dis humaines parce que souvent, on a fait ça parce qu'on se connaissait aussi. Et moi, c'est vrai que quand on a eu ce fonds, on l'a créé en 2017, la première chose qu'on a faite avec le ministère de la Culture et le secrétaire général à l'investissement, parce que ça a été vraiment aussi là, une collaboration, on travaille vraiment tous les trois et c'est assez je dirais, vertueux et assez exemplaire comme collaboration. On s'est dit, ben voilà, on a fait une journée qui a eu lieu au NUMA, une journée entière, on a fait venir les institutions publiques culturelles et les startups de l'immersif pour montrer des cas, ce que faisaient certains musées déjà. Donc il y avait le 104, il y avait plein de choses qui étaient faites. Google aussi était venu pour présenter ce qu'ils faisaient avec la culture. Et c'était en même temps une journée d'inspiration, mais c'était aussi une journée de lancement de ce fonds en disant, ben voilà, maintenant il va falloir y aller. On va partir avec ceux qui sont moteurs, les partants, et puis ceux qui sont les plus motivés, surtout ceux qui ont une vision. Parce que, en fait, souvent dans ces projets, on voit très bien, Franck, comme d'autres, comme Emmanuel Markovitch, par exemple, pour la RMN, ce sont d'abord des gens qui sont capables d'avoir une vision sur ce que ce type de nouvelle technologie peut apporter dans leur mission, qui sont la diffusion de la culture, qui sont la création. Et c'est ça qu'il faut voir. C'est pour ça que pour moi, ce qui était important, c'était aussi d'avoir des projets ambitieux, hein, des références culturelles, comme je vous dis, et de faire venir les grandes institutions, parce que je pense que c'est important qu'on ait justement ces acteurs qui ont le savoir. C'est une start-up, c'est du divertissement mais là, aussi. c'est carrément le centre. Qu'on ait aussi l'art, des acteurs de l'art qui fassent le pas et qui disent voilà, on y va, et qui puissent après avoir un effet d'entraînement sur les autres, hein, non seulement dans le champ culturel. Pour moi, c'est pour ça très important ce qu'a fait Franck, ce qu'a fait l'ARMN, parce que d'abord c'est courageux. Hein, on est beaucoup aujourd'hui sur le numérique, le tout numérique, ça s'oppose à la culture. Je pense qu'il faut sortir de ce discours qui est finalement qui nous réduit, qui est très réducteur. Et finalement, quand on voit les réalisations qu'on fait, quand on voit que des grands artistes y vont, c'est quand on voit que les grands artistes y vont qu'on a évidemment des productions intéressantes. Et là, on a un champ d'exploration fantastique de création, de diffusion, de médiation qui s'ouvre à nous. Voilà, donc ça, c'est d'IRCAM. Et c'est donc, après, une fois qu'on a créé cette journée qu'on avait fait en 2017, moi, j'ai été voir les acteurs, les plus, ceux qui sont les plus importants et qui... Et j'ai arrêté de leur présenter le dispositif, et certains ont dit, on commence à réfléchir, ils sont venus avec des idées, et puis c'est Believe Music. Voilà, alors ça c'est une belle histoire, parce que c'est un long parcours, hein, il peut vous dire, c'est créer une filiale quand même du centre Pompidou, de l'IRCAM, c'est quand même audacieux, hein, et une filiale entrepreneuriale, parce que ce qui est important, c'est que ce qu'on fait nous, et ça il faut le comprendre bien, on fait des sociétés de développement. C'est-à-dire qu'on ne touche pas aux missions de service public de la culture. Ça, c'est les financements, on a une formation, on a des talents d'excellence qui sont justement dus au financement de la culture qu'on a en France, où on investit dans la formation, on investit, donc on a des artistes incroyables, on a cette chance-là, et ça, nous, on n'y touche pas. Nous, ce on a cherché à faire, c'est de donner des moyens supplémentaires à la culture et de se dire, attendez, vous avez des savoir-faire, vous avez un patrimoine. De l'autre côté, il y a des acteurs technologiques, il y a des nouveaux marchés qui vont se présenter, où il va y avoir des opportunités pour la culture, de valoriser ces marques, de valoriser ces savoir-faire, de valoriser ces talents qu'on a. Et donc, c'est ce qu'on a cherché à faire. C'est assez ambitieux, parce qu'il faut faire monter en même temps plusieurs filiales, une filiale avec... Voilà, avec l'IRCAM. Il y en a d'autres.
Il y en a d'autres. On a créé, alors ça, c'est pas une filiale, on a créé le Grand Palais Immersif. Ouais. C'est aussi une filiale du Grand Palais. Roy Amit nous en parlera demain. Voilà. On pouvait, d'ailleurs, on peut regarder, j'avais lancé un peu la vidéo pour montrer un peu ce qu'on a fait, celle qu'on avait. Je ne sais pas si on l'a finalement, la vidéo. Alors, normalement, elle doit être lancée. Comme ça, vous pourrez regarder un petit peu ce qu'on a fait avec le Grand Palais. Merci. S'immerger dans la culture, se plonger tout entier dans un univers artistique. Les visiteurs privés de musées depuis si longtemps en rêvent. C'est ce que proposent les expositions immersives. Les visiteurs sont appelés à la fois d'être passifs, d'absorber, de se délecter dans l'endroit, mais aussi d'apercevoir, de comprendre, d'assimiler, d'interagir. Tout ça crée un ensemble qui, on le veut, à la fois porteur d'informations, mais aussi de l'émotion. L'information passe beaucoup mieux quand elle est accompagnée par des émotions. Pour la projection du jour, l'écran mesure 4 mètres par 7, un vrai défi technique pour les équipes de production. C'est en tout cas de se confronter à des images grâce aux nouvelles technologies en très très grand format. On n'a pas l'habitude de voir chez soi, on n'a pas le même rapport à l'image non plus comme au cinéma, on est proche, on est dedans. On est avec un son spatialisé qui nous envoûte aussi. Dans cette nouvelle manière de montrer, voir et écouter, la narration joue un rôle important. On n'accroche pas que des tableaux ou des statues. Ici, on fait appel à donc des réalisateurs, à des compositeurs, à des graphistes, à des personnes qui font de l'animation, qui savent raconter des histoires pour manier au mieux à la fois l'espace et le temps. Pour créer un lien entre l'œuvre et le spectateur, la technique se met au service du scénario. Il faut être humble par rapport au sujet qu'on a traité. Le premier propos qu'on doit délivrer, c'est celui du contenu, et c'est en aucun cas celui du contenant. Donc la technique, elle est là pour accompagner un propos, elle n'est pas là pour juste se montrer. Ce nouveau type d'expérience culturelle est rendu possible grâce à la confiance des partenaires. Le Grand Palais. Voilà, donc ça c'est un exemple extrêmement spectaculaire. Ça c'est un exemple très spectaculaire. La prochaine donc, exposition, ça va être la Joconde, Voyage dans la Joconde l'année prochaine. Il y a eu Pompéi déjà, qui était la première expo immersive. Un gros succès, alors, malheureusement avec malgré le Covid. On s'est dit, bon là c'est pas de chance, mais bon il y a eu un succès. Il y a eu plus de 200 000 quand même visiteurs. Plus de 200 000 visiteurs, et Roy vous présentera un petit peu tout ça, mais c'était déjà un premier. Et ce qui est important en fait, c'est que avec le Grand Palais immersif, le Grand Palais qui va dans l'immersif, ça fait travailler tout un écosystème, ça entraîne en fait toute une filière. Donc c'est pour ça aussi pour nous que ces grands projets, ces grands acteurs. Il y aura 2 grandes expositions immersives par an. Il y en aura 4, il y en aura 4 par an. Et évidemment, ça demande des moyens. Et donc c'est pour ça aussi que c'est important que les financiers soient bien alignés avec tout ça, parce que tout ça, ça coûte à mettre en place. Et on voit qu'il y a un écosystème de créateurs, de technologies, de ceux qui sont, celles et ceux qui sont en train de transformer des expositions, puisqu'on voit des conservateurs, mais on voit aussi des réalisateurs et on voit aussi... Exactement. Alors ça, c'est ce qui est intéressant aussi dans le Grand Palais. Quand on a dans le Grand Palais immersif, vous voyez, pour faire un projet comme ça, c'est aussi un projet où il faut que tout le Grand Palais, toute la direction soit alignée et se dise on y va. C'est pas simple dans une institution comme le Grand Palais. Moi, j'étais très, justement, il y a eu un momentum, c'est qu'en fait, le Grand Palais, c'est vrai qu'il y a les travaux, donc ça venait au bon moment parce qu'ils se sont dit, c'est peut-être le moment de faire ce type de projet. Mais aujourd'hui, on est très heureux parce qu'ils ont réussi justement à embarquer les conservateurs. Et ça, c'est vraiment extra parce que ce sont même eux qui ont été porteurs. Et ça m'a fait vraiment plaisir. Parce que les premiers qui sont venus à la réunion avec la Caisse des dépôts, je m'en souviens encore, c'était les conservateurs, mais qui étaient trop contents, quoi, parce que c'était... Non, mais ça représente pour eux un potentiel de création fantastique. Ça réouvre en fait de l'exploration. C'est fabuleux d'avoir ces moyens. C'est rare d'avoir, en tout cas, ces moyens comme on veut les avoir aujourd'hui. Profitons-en, je dis à tout le monde, aux artistes, à la création. Voilà, il faut y a une démarche économique, c'est-à-dire que ça doit à un moment donné être profitable. Bien sûr, pour l'IRCAM, Amplify. Ce sont des entreprises, c'est de SAS. Il y a des modèles différents. Par exemple, on a fait la Philharmonie des enfants. C'est un modèle économique, social et solidaire, où là, on est beaucoup plus, parce qu'ils voulaient vraiment
que le prix soit accessible pour des gens qui soient de familles modestes. Donc il a fallu aussi qu'on ait un modèle économique donc, qui soit avec une rentabilité plus long terme. Vous voyez, on est patient, on est un investisseur patient. On est un investisseur public d'intérêt général, mais par contre, il faut un modèle économique parce que c'est de l'investissement, c'est avisé, donc ça veut dire aussi qu'il faut qu'il y ait un marché. On n'investit pas, on n'investit pas pour perdre notre argent, au contraire. Mais on est là pour créer de l'activité. On crée de l'activité, voilà, on aide une filière, et puis on crée de l'emploi, en fait. On crée de l'emploi. Et des savoir-faire. Ça fait des savoir-faire, parce que ça permettait, alors pour ces filiales aussi, ce qui est assez intéressant, c'est que ça permettait aussi de recruter des profils de compétences qui sont tout à fait nouveaux. Le numérique, c'est vrai qu'ils ne les avaient pas au Centre Pompidou, à l'IRCAM, etc. Enfin, ceux évidemment, qui sont, par exemple, sur la médiation, etc. Donc, ça permet aussi des recrutements, parce que le numérique demande des talents qui sont particuliers, l'immersif aussi, et donc aussi de faire évoluer l'institution et de faire sa transformation, sa compréhension du numérique, avec vraiment l'idée, nous, c'est ce qu'on voit avec nos projets, que le numérique, il est complémentaire à l'activité. Évidemment, ça ne remplacera pas, le numérique ne va pas remplacer le spectacle vivant, non, mais pièce ça de théâtre. Peut l'augmenter. En fait, ça peut l'augmenter. Ça permet exactement. de diffuser à l'extérieur. Ça noue une relation différente avec les publics. Ça permet d'alimenter une relation entre un artiste et une œuvre. Ce que Roy Amit disait, c'est que le conservateur de Pompéi, finalement, a récupéré l'exposition Pompéi à Pompéi, et en a fait un des éléments importants de la visite de Pompéi. Ça veut dire qu'en fait, ce savoir-faire immersif, à la fois d'exposition, de scénographie, mais aussi de fabrication de contenu augmenté, finalement, est aussi utilisé en Italie aujourd'hui. Et donc, il y a même une création d'expérience, mais qui circule. Donc, tout à fait. C'est ça qui est important aussi. Après, c'est qu'une fois que ces projets ont été réalisés, c'est après aussi créer de la synergie et créer un effet de réseau entre les différents acteurs, parce qu'on voit bien, par exemple, entre l'IRCAM, la Chouette Radio, il y a des choses à faire. Entre l'IRCAM, les RMN, justement, quand on parle vraiment du son immersif et des expositions immersives, il y a vraiment quelque chose à faire pour qu'on augmente encore le pouvoir émotionnel grâce justement aux différents moyens. Et c'est ça que je trouve intéressant aussi dans l'immersif, c'est qu'en fait, moi qui fais de numérique depuis des années, je suis née dedans, je ne suis pas spécialement une numérique pour le numérique, vous voyez, mais je sais qu'on est obligé d'y aller et que justement, c'est important d'être là pour proposer un numérique qui soit avec nos valeurs et qui puisse apporter des solutions alternatives aux modèles dominants, etc. C'est très important d'avoir cette diversité. Et par contre, ce qui est intéressant là, c'est aussi qu'on arrive finalement à avoir des acteurs qui vont créer un effet d'entraînement sur l'ensemble d'une filière et qui vont permettre aussi de remettre finalement l'immersif, c'est ça que j'aime bien, on remet l'humain au centre de la technologie. Est-ce que les territoires, parce que c'est la Banque des territoires, est-ce qu'il y a des actions qui sont prévues ou est-ce qu'il y a des actions qui ont lieu? Bon, j'ai vu un producteur, Yann Le Guen, qui est à Marseille. Est-ce que quand un territoire a envie de travailler avec des institutions d'une région, est-ce que ça fait partie du plan est-ce que chacune des antennes de la Banque des territoires a une réflexion sur l'immersif? Oui, on y arrive. Je pense que le PIA, justement, est un petit peu l'antenne, je dirais, d'exploration, d'innovation de la Banque des territoires, parce qu'on agit toujours sur nos domaines d'intervention et donc on mobilise aussi nos expertises sur ces sujets, mais ça nous permet aussi d'avancer sur la manière dont après on va le diffuser sur l'ensemble de nos actions auprès de l'ensemble des territoires. Et donc, évidemment, ça, on est en train de le mettre en place au sein de la banque. Et un événement comme le KIF est important parce que, justement, on va voir aussi l'étendue, le potentiel des technologies immersives pour, justement, dans l'ensemble, pas seulement la culture, dans la formation, la santé, comment ça va finalement aussi permettre aussi un potentiel incroyable sur ces activités. Est-ce qu'il y a d'autres exemples qui sont... Écoutez, ça c'est il y a aussi Sensory. Alors il y a évidemment ça, Sibi va en parler, c'est la Chouette Radio. Donc ça c'est notre dernier investissement, on en est très fiers. C'est faire travailler quand même Bayard et Radio France. Donc c'est pas une mince affaire non plus. Tu nous raconteras, Sibi, mais
c'est aussi 2 grandes institutions. Il y a des enjeux très très forts sur la radio pour que la radio continue à attirer des jeunes. Il y a un enjeu très très fort sur ces médias-là. Il y a un enjeu pour Bayard justement aussi de passer au numérique et de continuer aussi à offrir aux jeunes des contenus, des expériences, voilà, et d'évoluer aussi avec son temps et les technologies qui sont aujourd'hui disponibles. Je pense que c'est très important. Voilà. Donc on peut avoir une idée de l'ordre de grandeur des investissements ou c'est confidentiel? En général, voilà, l'ensemble des projets que vous voyez là, je vous dis, c'est entre 1 et 4 millions d'euros. On en a quelques-uns qui vont sauter le pas. Bon, ils sont plus rares, mais voilà, c'est à peu près ça. En termes de financement caisse, après, ça veut dire que ce sont des projets entre 3 et 10 millions d'euros. D'accord. À peu près. Pour ce fonds, justement, alors les perspectives, peut-être qu'on peut en parler un petit peu. Parce que c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que c'est vrai que bon là on a le constat avec le Covid qu'on a vraiment, le Covid a joué un accélérateur sur les usages numériques et qui vont être assez irréversibles. Et la culture qui a été longtemps fermée, finalement ça a été un peu sa porte de sortie, elle a été obligée d'y aller parce qu'elle s'est dit comment je peux poursuivre. Comment un artiste peut poursuivre sa relation avec les publics? Ils se sont jetés dans le bain, on va dire un petit peu. Et c'est là qu'on voit que c'est assez fascinant. J'ai aussi l'éducation dans mon programme, c'est les profs qui tout le monde y a été, tout d'un coup on a été obligés. Et il y a des choses assez fascinantes qui sont sorties parce que du coup on a aussi bien, je dirais, que les artistes, mais même moi j'ai vu dans les profs des gens très très créatifs. Loin de l'image qu'on se fait parfois, voilà, de se dire c'est des milieux assez conservateurs, etc. On a vraiment là, on a eu des réalisations assez exceptionnelles. Donc là, on a vu, c'est vrai que la musique a très très rapidement fait le pas. On a eu ce concert là de Scott Travis sur Fortnite qui a fait 12 millions, qui a fait exploser les compteurs. Et là, on s'est dit, il y a quelque chose, il y a un phénomène, quoi. Il y a quelque chose. Donc ça, c'est vrai que on a une discussion avec Marc Petit, le directeur général d'Unreal, vendredi, au KIF. Bon, il nous parlera depuis Montréal parce qu'il est, comme tout le monde, bloqué, et avec des équipes qui sont des équipes. Mais ça, ce sont des projets qui ont créé des prises de conscience. Comme j'ai parlé au début de l'Atelier des Lumières aussi, qui, même si évidemment il y a eu plein de choses d'autres qui ont été faites depuis, ça a été quand même un événement. On s'est dit, il y a 1,2 million de personnes, de visiteurs qui ont été dans ce musée. Il y a quelque chose. Est-ce que ça va? On s'était dit, est-ce que ça va durer? Est-ce que ça va pas? Ça dure finalement. Et on voit que en effet. Le mot champion culturel, c'est un mot économique, c'est pour devenir une puissance culturelle. C'est pour essayer de faire comprendre. En fait, j'étais à l'origine aussi de la French Tech et du programme gouvernemental French Tech. On a créé ce qu'on appelait des tech champions. C'est de dire, il faut évidemment, comme je disais, pour cristalliser, mais aussi pour attirer toute une filière et entraîner toute une filière, il faut évidemment quelques acteurs clés qui vont nous permettre aussi de peser dans cette économie numérique et immersive, des acteurs qui vont pouvoir aussi porter des projets ambitieux, et qui vont pouvoir, du coup, par l'intérêt de ces projets, attirer les talents aussi. Parce que, par exemple, l'ambition de Bayard, c'est pas que de rester en France, c'est aussi de prendre une dimension européenne. C'est d'une dimension européenne, et puis c'est d'avoir les meilleurs développeurs, les meilleurs créateurs graphiques qui vont aussi venir sur ces projets. Je pense que ça, c'est un enjeu très fort. Il faut qu'on ait en même temps les talents, les infrastructures, les conditions, et puis aussi les solutions. Donc c'est pas simplement. Oui, donc c'est en fait vraiment la filière. Il y a le contenu, il y a toute la chaîne. Nous, on intervient sur toutes les chaînes, le développement informatique, les programmes, les produits qui vont faire vivre pour créer un assistant vocal. Parce qu'aujourd'hui, à part les GAFA, personne ne crée d'assistant vocal. Oui, et puis bon, on voit bien sur ces sujets-là tous les enjeux qui sont à venir. On avait déjà, donc là, avec les plateformes, on voit la difficulté qu'on a justement, et aujourd'hui, on a l'immersive qui va amplifier en fait aussi, je dirais aussi la puissance de ces GAFAM et la puissance de ces acteurs, mais aussi qui peuvent permettre à d'autres acteurs justement de peser, de prendre quand même des positions intéressantes et qui permettent d'avoir des solutions alternatives. C'est absolument fondamental.
Voilà, donc ça, juste pour dire, faire un petit point sur le PIA 4 aussi, puisque ça va arriver. Il va y avoir des annonces très prochainement, je pense dans les jours prochains, par la ministre, sur justement un programme d'investissement d'avenir qui va là intervenir en subvention pour justement soutenir aussi des projets d'institutions culturelles, de start-up qui veulent travailler sur justement des productions immersives. Alors là, c'est numérique, mais c'est immersif aussi. Donc il y aura des opportunités très prochainement. On a renforcé aussi des nouveaux outils de financement pour aider ces projets innovants. Et puis il va y avoir aussi, n'oublions pas, toute la dimension formation. On a un appel à projet qui permet de financer les formations justement au numérique et à tout ce que l'immersif peut... Et aussi en région, parce que la Horte, c'est à Marseille, je crois. Alors, la Horte, ça c'est pour l'AMI. On pense du coup qu'il va être... Là, normalement, sa fin, c'est le 31 décembre 2021. Il devrait être prolongé justement dans ces annonces. Et évidemment, on a beaucoup de projets qui sont présentés. Ça, on est vraiment content. Des projets emblématiques. Il y a combien de projets qui sont présentés ? On en a à peu près une soixantaine. Soixantaine de projets, donc ouais, 60 entreprises qui ont envie d'avoir le support. Qui ont un projet déjà un peu abouti. Là, je ne vous parle pas du tout venant où j'ai une idée. D'accord, c'est des projets très aboutis avec un business plan, avec une volonté vraiment économique, très abouti, un modèle on économique. peut lancer, on en est à peu près entre 5 et 10. Mais là, la Horte, c'est un projet que vous allez aussi voir. On va parler avec Gildas Dussoz. Avec Gildas Dussoz. Ça, c'est absolument magnifique. C'est la compagnie de danse à Hordes. C'est 3 jeunes qui sont fondateurs, qui ont pris la direction du Ballet National de Marseille. Ouais. Et ben eux, ils ont créé un spectacle qui fait un tabac aujourd'hui. Avec un DJ. Ouais, avec le DJ Rhône, qui est aujourd'hui... Ils ont créé un spectacle pour le Châtelet qui s'appelle Room with a View, qui fait un tabac, qui est en tournée actuellement. Et là, eux, ils sont des jeunes qui ont tout à fait vu comment ils pouvaient utiliser le virtuel. Alors évidemment, le Covid, elle a été aussi assez... comment dire Mais en fait, ils ont eu un succès considérable. La responsable de la cité, enfin de la musique ici à Metz m'a dit qu'ils avaient eu un succès considérable quand ils étaient passés ici avec DJ Rhône. Ah oui. C'est-à-dire qu'en fait, le numérique les a bloqués, mais d'un autre côté, a aussi créé des liens. Voilà. Et ils ont une vision très très claire comment ils peuvent utiliser ces nouveaux outils. Ils ont vraiment envie d'y aller parce qu'ils ont vu aussi tout ce que, en termes artistiques, ça pouvait, ce que ça leur apportait, parce qu'ils font un spectacle, ils font une tournée, mais ils se disent, voilà, comment je peux nourrir ma relation. Moi, c'est sur les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux que j'ai découvert leur travail. Puis, attendez, ce spectacle, il fait des fans, c'est incroyable, parce que c'est très inspirant quand vous regardez ce spectacle de danse. Vous êtes... tout le monde est emporté, oui, du plus petit jusqu'au plus grand, tout le monde, il y a quelque chose, ils ont créé quelque chose qui est absolument entraînant, qui correspond à l'ère du temps, enfin, c'est très intelligent. Et c'est une très belle... En fait, ils mélangent la musique électronique. Et là, on va faire avec eux, donc Virtuose va créer le spectacle virtuel. C'est-à-dire qu'en septembre 2022, il y aura le spectacle sur la scène du Châtelet, qui sera donc le spectacle classique. Et à côté, vous aurez la possibilité d'être à distance, d'acheter un ticket, d'être en même temps dans la performance live, mais dans un univers totalement virtuel. Et là, c'est soutenu par et ça, on va créer. Alors là, on va créer une société de projet autour de ça. Donc l'étape, c'est le projet, ensuite une société de projet, voilà. Et après l'investissement. Parce qu'après, s'ils veulent en refaire, il faut des financements, il faut des moyens. Donc là, on commence à penser. Et là, il leur faut un partenaire privé. Et là, nous, on n'est jamais seuls, donc il faut des partenaires privés. Et justement, l'État aussi, l'idée, c'est aussi de faire venir les privés quand c'est des projets qu'il faut un peu sécuriser, parce que c'est quand même des projets qui sont très risqués. Enfin, je veux dire, là, vous voyez un peu, c'est vraiment le rôle de l'État. On permet de créer des sociétés de projets, des joint ventures entre des acteurs publics et privés, alors qu'à la création de la société, souvent, quand vous allez voir un investisseur, vous avez besoin d'avoir un chiffre d'affaires minimum. Là, on ne demande pas ça. Alors, on va être très exigeant justement sur l'équipe, sur l'exécution, le programme, mais par contre, on est capable de financer dès la création de la société. Donc, c'est quand même... Merci beaucoup, Maude. Assez fantastique. Merci d'avoir partagé toutes ces actions.